Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes meilleures lectures de 2017 comme promis. Cette année 2017, j'ai très peu lu, donc il n'y aura que 5 livres dans ce top. Mais bon, c'est pas très grave parce que ça a été une très bonne année sur d'autres plans, notamment le plan études professionnelles et puis le fait d'avoir réussi à retrouver un éditeur pour les fauves. Donc du coup, c'est en grande partie pour ça que j'ai pas beaucoup lu vu que je me suis surtout occupée de ça. Mais j'ai quand même donc fait 5 très bonnes lectures que je vais vous présenter à présent. Pour la première fois, je crois, je vais faire un ordre. Donc je vais partir de la 5e place jusqu'à la première place. En général, je le fais pas parce que j'ai du mal à faire ça quand il y a une dizaine de livres. Mais là, sur 5, j'ai réussi à faire un petit classement. Donc je vais commencer tout de suite avec la 5e place qui revient à un roman que j'ai lu assez récemment. Il s'agit de Soi de Alessandro Barrico. Je ne vous en ai pas encore parlé sur la chaîne parce que je crois que dans mon dernier point lecture qui date d'il y a un petit moment, je ne l'avais pas encore lu. Du coup, je vous en reparlerai vite fait dans le prochain point lecture que je vais faire, mais là voilà, je vous le présente déjà maintenant. Comme vous voyez, j'ai pas mal de petits trucs de citations, je ne les ai pas encore copiés. Donc c'est un roman très court qui m'a beaucoup plu parce que sans être un énorme coup de cœur, c'était un roman qui m'a intéressée, qui m'a surprise parce que j'ai pas l'habitude de lire des romans comme ça en fait. C'est une sorte, ce que j'ai appelé un roman poème. Donc c'est pas un poème parce que c'est un peu trop long pour en être un, c'est également un peu trop long pour être une nouvelle, mais c'est un peu construit comme un poème malgré tout, c'est comme un très long poème. Et j'avais en fait l'impression que c'était un roman très musical aussi, parce que l'auteur accorde beaucoup d'importance au son, à la sonorité des mots, à la sonorité des phrases. Alors bon là évidemment je vous parle d'une traduction, donc c'est pas... Forcément je pense que ça ne rend pas toute la subtilité de la langue originale, mais malgré tout j'ai ressenti quand même ça à travers la traduction. C'est vraiment un livre qu'il faut lire assez doucement en fait pour se rendre compte du rythme. L'auteur joue pas mal avec ça, il y a notamment des phrases qui sont régulièrement répétées. Je ne sais plus s'il y en a une seule ou plusieurs comme ça, mais on a une phrase qui va arriver sur un chapitre, puis un ou deux chapitres après, cette phrase va revenir à l'identique dans un autre contexte, une autre situation, et ça fonctionne un peu par écho en fait comme ça. Donc l'histoire est assez simple, donc c'est un homme, donc ça se passe vers 1860, un Français qui se lance dans l'élevage de vers à soie, sauf qu'il y a des épidémies à l'époque qui déciment les élevages et donc il doit partir au Japon pour trouver des œufs de vers à soie sains. Et bon, à l'époque le voyage était assez périlleux et aventureux. Néanmoins c'est pas le voyage qui est vraiment l'objet de ce livre, puisqu'en fait on nous dit juste qu'il part de la France et puis quelques semaines plus tard il arrive au Japon. En gros, on sait à peu près rien de son voyage, mais on sait pas mal de choses de ce qui va lui arriver une fois qu'il sera au Japon. Il va notamment rencontrer un homme qui est le chef d'un village assez reculé, qui le fournira en nœuds de verre à soie. Et cet homme est en couple avec une femme très belle, dont le héros va tomber amoureux, et il va y avoir une petite histoire d'attraction, de sensualité. C'est pas vraiment une romance parce que ça va pas aussi loin que ça, c'est assez ébauché en fait, c'est plutôt une sorte d'esquisse. Mais voilà, c'est assez présent dans le livre, donc il y a beaucoup de poésie, beaucoup de sensualité. Il y a certains passages où c'est assez drôle, mais dans l'ensemble c'est un livre qui est plutôt triste et dramatique. Et puis ça repose beaucoup sur les silences en fait. On imagine... Enfin moi la façon dont j'imaginais ça, c'était dans des tons assez sobres, avec beaucoup de pauses, beaucoup de moments de contemplation, de choses comme ça. C'est vraiment un livre... ouais, c'est un livre de contemplation, de méditation, qu'il faut lire tranquillement. Parce que c'est sûr que si on le lit à toute vitesse, on peut le lire d'une traite, hein, c'est assez facile, mais je pense qu'on n'en profiterait pas vraiment si on le lisait d'une traite. Moi j'ai vraiment pris plusieurs jours pour le lire, je lisais très peu de pages à chaque fois, parce que voilà, j'avais envie de m'arrêter sur les différentes phrases. Comme vous le voyez, c'est des pages qui sont en plus très courtes, donc c'est vraiment un rythme où il y a beaucoup de pauses, et ben voilà, ça m'a... C'était, je crois, la première fois que je lisais vraiment un roman comme ça, et puis ça m'a touchée, j'ai été assez réceptive à ce style, et surtout, comme je le disais, ça m'a intéressée parce que ça proposait un style d'écriture que je connaissais pas vraiment, puisque je ne lis à peu près jamais de poésie, j'en ai lu un petit peu
quand j'étais à l'école notamment, mais sinon c'est pas un genre vers lequel je suis beaucoup revenue depuis. Et donc là finalement c'était la première fois que je lisais quelque chose qui se rapprochait de la poésie depuis un certain temps. Et j'ai bien aimé redécouvrir ça. C'était vraiment très différent de ce que je lisais d'habitude. Ça m'a donné un autre regard sur la façon d'écrire en fait, la façon d'organiser les mots, de jouer avec les phrases, avec les sons. C'était quelque chose de complètement différent de ce que j'ai l'habitude de lire ou même de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc du coup voilà, c'était très intéressant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre ce livre dans ce top parce que voilà, ça a été un moment agréable et une source d'inspiration. Ensuite, à la quatrième place, dans un tout autre genre, nous avons un livre en anglais, cette fois-ci dans le registre de la science-fiction. Il s'agit de I Am Legend de Richard Matheson. Donc un classique de la littérature de science-fiction et aussi de la littérature de vampires. Je vous en avais déjà parlé dans un point lecture, celui-ci. C'est une lecture qui a été assez laborieuse au début parce que j'avais un peu de mal avec l'anglais que je trouvais par moments un petit peu difficile. Il y avait des mots de vocabulaire que je ne comprenais pas bien. Du coup, j'ai un petit peu peiné sur le début. Je pense aussi que c'était parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu de livre en anglais. Mais une fois que j'ai réussi à bien me mettre dedans et à reprendre un petit peu le rythme, on va dire, ça a été une lecture que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Donc c'est une histoire de vampire, mais très très différente de ce qu'on peut lire aujourd'hui avec tous les romans un peu bitlit ou choses comme ça. Puisque là, c'est vraiment vu d'un point de vue très scientifique. Et c'est un livre surtout de réflexion davantage que d'action en fait. Le thème des vampires est surtout là pour évoquer des questions par rapport à la société, à l'être humain, à la nature humaine, au rapport qu'on a avec les autres, à la peur de l'inconnu, à la peur du changement aussi, parce que ça parle beaucoup de l'évolution des sociétés en fait. C'est un livre qui évoque beaucoup ce thème-là, donc pas de façon hyper explicite, mais en gros c'est un petit peu ce qui sous-tend le livre en fait. Moi j'ai eu le sentiment que c'était la thématique principale, c'était ça, la peur de l'inconnu et la peur de l'autre. Donc c'était des choses assez intéressantes et qui ont été exploitées de façon assez subtile par l'auteur. J'ai trouvé qu'il amenait les choses assez bien à travers son personnage principal. Donc c'est une narration à la première personne. Je me suis pas vraiment attachée au narrateur, qui est un type assez quelconque finalement. J'ai pas vraiment ressenti d'attachement pour lui, mais malgré tout j'ai beaucoup aimé le suivre dans ses réflexions. Parce que voilà, il se posait beaucoup de questions assez intéressantes. Il avait tout un cheminement de pensée qu'on pouvait accompagner avec lui et qui posait pas mal d'interrogations qui entrent beaucoup en résonance avec nous-mêmes, avec le monde actuel, quoi. Donc du coup c'était vraiment intéressant. Et puis c'était une façon originale aussi de revisiter le thème du vampire, qui comme je le disais est assez différente de ce qu'on voit aujourd'hui avec l'aspect très fantastique et gothique. Là cet aspect-là n'est pas du tout présent. On est vraiment d'un point de vue plus pragmatique, donc vraiment proche de la science et avec un point de vue plus terre à terre. Donc du coup c'était intéressant de voir cette vision-là aussi de la mythologie du vampire. Et puis c'était vraiment bien écrit, ça m'a fait plaisir de relire un livre en anglais. Il faudrait que je le fasse plus souvent, mais en général j'ai la flemme. Donc voilà, j'étais fière de l'avoir lu et puis très contente d'avoir découvert ce classique qui ne m'a pas du tout déçue. À la troisième place, nous avons un livre que j'ai lu également très récemment et dont je n'ai pas parlé encore dans un point lecture. Il s'agit de Attention les fauves de Brice Pellemans aux éditions Plomb. Je regrette simplement que la couverture soit d'une telle laideur, franchement. Voilà, je ne comprends pas cette couverture en fait. Je vois pas tellement le lien qu'elle a avec l'histoire. Et puis je la trouve super moche quoi. Enfin bon, bref. Heureusement le contenu était mieux. Donc Attention les fauves, ça parle de deux enfants, deux jumeaux qui ont 11 ans il me semble, qui vivent à Nice avec leur mère. Leur père est mort, si je me rappelle bien, quelques temps avant. Donc leur mère travaille dur pour essayer de faire vivre ses deux enfants toute seule. Et puis un jour, elle va se faire assassiner. Et en fait, son voisin va s'introduire dans sa maison, la violer et l'étrangler, puis l'abandonner sur le lit dans sa chambre. Et ce sont les deux enfants qui vont découvrir son corps le lendemain matin. Donc bon, jusque-là, c'est pas terrible, mais en fait, ça part dans quelque chose qui est assez drôle. Il y a beaucoup d'humour noir dans ce livre,
parce que les deux enfants vont décider de ne rien dire à personne et de tout faire pour dissimuler la mort de leur mère, puisqu'ils ont peur que si on apprend sa mort, on les envoie dans un orphelinat, dans un foyer, et ils n'ont pas du tout envie d'y aller. Donc ils vont développer plein de stratagèmes pour essayer de faire en sorte que personne ne se rende compte de la disparition de leur mère. On se doute qu'évidemment ça ne va pas se passer aussi bien qu'ils l'avaient prévu, et ça va mener à tout un tas de réactions en chaîne qui vont impliquer plusieurs personnages. Et c'est très drôle à suivre, c'est très bien écrit, l'auteur a un style très incisif qui correspond bien avec le style humour noir du roman. Et puis tous les personnages qu'il met en scène, ils sont excellents, quoi. C'est des personnages auxquels on ne s'attache pas vraiment, mais qui sont très drôles en fait, qui sont à la limite de la caricature parfois, mais qui sont vraiment bien amenés, donc du coup ça fait pas trop caricatural. Et donc on a la vieille religieuse qui veut absolument savoir ce qui se passe, qui vient tout le temps fouiner son nez partout. Il y a le voisin en question dont on suit aussi un petit peu le point de vue, donc le meurtrier, qui se demande pourquoi la police s'est rendu compte de rien, qui est en train de flipper à mort parce que il a agi sous une impulsion et il regrette ce qu'il a fait et il ne sait pas comment il va s'en sortir. On a la femme du voisin qui n'est au courant de rien mais qui commence à se douter qu'il y a un problème. Bref, il y a toute une galerie de personnages comme ça qui vont tourner autour de ce meurtre et qui sont assez ridicules en fait, parce que c'est des personnages qui sont souvent un petit peu mesquins et qui vont provoquer des catastrophes en fait en essayant de les éviter finalement. Et puis les deux personnages des enfants aussi sont assez drôles à suivre, parce que c'est pas du tout des petits enfants innocents qui sont simplement victimes de l'histoire. Au contraire, c'est eux qui ont tendance plutôt à provoquer les actions, à établir plein de plans pour tromper les adultes, et ils sont assez retors, quoi. Donc voilà, c'était un livre vraiment, j'allais dire original, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai pas l'habitude de lire des histoires comme ça. Donc voilà, c'est du policier humoristique noir, je ne sais pas comment appeler ça, mais il y a des moments qui m'ont vraiment fait rire, et puis c'est très très bien écrit. Il y a un côté très vieille France en fait, parfois les personnages dans les dialogues utilisent des vieilles expressions qu'on n'emploie plus du tout aujourd'hui, et du coup ça donnait un petit côté un peu pittoresque, quoi, et ça a rajouté encore du charme à l'histoire, je trouvais. Ça se lit très 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 vite. Je pense que ça peut quasiment se lire en une traite. Moi j'ai pris un petit peu plus de temps, mais voilà, ça défile vraiment rapidement. Et puis la fin est assez réussie également. Donc voilà, c'était un livre dont je n'attendais pas forcément grand chose. Je l'avais pris par rapport au titre et au résumé, mais vraiment sans trop savoir à quoi m'attendre. Et ça a été une très très bonne surprise. Donc voilà. Ensuite, en deuxième place, oh là là, j'en suis déjà à 13 minutes. En deuxième place, nous avons une relecture que j'ai effectuée au début de l'année. Il s'agit du Parfum de Patrick Süskind. Donc que j'ai en grand format avec ici la couverture du film. Le parfum, je ne vais pas trop m'étendre dessus parce qu'il est tellement connu que je pense qu'on vous en a déjà rabâché les oreilles de part et d'autre. Donc voilà, simplement pour dire que c'est une relecture que j'ai beaucoup appréciée. Ça faisait plusieurs années que je ne l'avais pas lu. C'est toujours aussi bon, forcément ça ne va pas évoluer dans le temps. Mais voilà, c'est un vrai plaisir de retrouver ce classique qui est un des classiques les plus faciles à lire, je trouve. Même si on n'aime pas la littérature classique, celui-là se lit vraiment... Enfin, classique. C'est pas non plus... Ça date pas du 15e siècle non plus, hein, mais... c'est considéré comme un classique en général, mais ça se lit vraiment très très vite. Il n'y a pas de longues descriptions assommantes ou de choses comme ça. Donc c'est un livre que je conseillerais à ceux qui veulent commencer à lire du classique, mais sans commencer trop fort, quoi, si je puis dire, tout en ayant un livre de très bonne qualité. Là encore, c'est un peu comme Attention les fauves, il y a beaucoup d'humour noir et l'auteur amène ça très bien. Et puis surtout, je trouve que il a une façon de décrire le monde des parfums qui est très réussie, vraiment très subtile. Il a un sens de la métaphore qui est super développé, il fait des phrases qui sont super belles et il a vraiment des images, enfin il arrive à transcrire les émotions liées au parfum, ce qui n'est pas facile parce que le sens de l'odorat, pour le transcrire en mots, c'est quand même un peu compliqué. Et lui, il arrive à faire ça vraiment très bien. On arrive vraiment bien à se représenter quelles sont les différentes odeurs dont il parle. Et puis son personnage principal est super réussi. C'est un personnage vraiment sans foi ni loi, sans morale,
qui donc n'est pas vraiment attachant mais qui est super intéressant d'un point de vue littéraire. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai beaucoup apprécié redécouvrir ce roman. Et enfin, à la première place, un livre d'une auteure dont j'avais déjà lu un ou deux livres avant. Et là, je l'ai découverte avec un de ses titres les moins connus, j'ai l'impression, et qui a été vraiment un beau coup de cœur. Il s'agit de L'inimitable Cléopâtre de Irène Frein. Donc comme vous le voyez, j'ai une assez vieille édition parce que c'est un roman qui, j'ai l'impression, n'est plus édité. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que pourtant il est vraiment excellent. Et Irène Frein, c'est quand même une auteure dont les livres sont régulièrement en librairie. Enfin voilà, c'est pas une auteure qui est tombée dans l'oubli. Mais celui-là, je le trouvais nulle part. Je ne sais pas pourquoi il est un petit peu délaissé par rapport aux autres. Peut-être parce qu'il est un peu long et un peu difficile à lire, c'est vrai. Le début en particulier... Le début est assez costaud parce qu'il y a toute une histoire sur la généalogie de la famille de Cléopâtre, des pharaons et tout ça. C'est assez laborieux parce qu'en plus il y a plein de personnages qui ont le même nom, donc du coup ils ont des surnoms pour pas les confondre et ça devient un peu le bordel. Mais une fois passés ces premiers chapitres qui sont un peu hard, on entre vraiment dans une biographie romancée de Cléopâtre, mais aussi de Jules César dont elle a été très proche et de Antoine. Donc une biographie, je disais, qui est vraiment hyper bien documentée. L'auteur a fait un travail de recherche absolument énorme, donc on est vraiment plongé à cette époque-là dans l'Égypte et la Rome antique. On est vraiment en plein dans l'atmosphère, il y a tous les détails, il y a toutes les ambiances. Voilà, tout est rapporté avec beaucoup de minutie. Et puis c'est une histoire que j'ai trouvée absolument passionnante parce que ce sont des personnages qui sont réels mais qui ont la stature de personnages de fiction parce que c'est des personnes exceptionnelles quoi. Et moi j'aime bien lire parfois des biographies romancées justement pour cette raison parce que j'aime bien savoir plus sur les grandes figures historiques et sur leur personnalité, voir comment des personnes réelles ont pu faire de grandes choses. Parce que quand on lit un roman de fiction, on voit des héros qui font plein de trucs incroyables, etc. Mais on se dit, bon, en même temps, c'est l'imagination de l'auteur qui veut ça. Et si ça s'était passé en vrai, ça se serait peut-être pas passé comme ça. Et là, en l'occurrence, ça s'est passé en vrai. Donc, du coup, il y a un côté, il y a une profondeur supplémentaire, si je puis dire. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je savais presque rien de Cléopâtre ou de Jules César, je m'étais jamais vraiment renseignée. Et là, on apprend vraiment beaucoup de choses. Et puis surtout, les personnages sont présentés de façon très humaine. C'est pas des figures un petit peu distantes qu'on regarde du bas de je sais pas où. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Là, ils sont vraiment ramenés au même niveau que nous. Donc ils sont montrés dans leur côté héroïque, mais aussi dans leurs faiblesses. Et ils avaient beaucoup de faiblesses dans leur caractère. On s'en rend compte en lisant ce livre-là. Des faiblesses qui ont fini par les perdre d'ailleurs. Et donc c'était très intéressant de voir ça. Du coup on se sentait beaucoup plus proche d'eux que quand on en entend parler dans les livres d'histoire. On avait vraiment l'impression de les accompagner et d'apprendre à les connaître. Et du coup, voilà, c'était absolument passionnant. Je ne sais pas quoi dire d'autre pour vous convaincre de lire ce livre. En plus, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Mais vraiment, ça a été une petite révélation ce livre. Ça m'a beaucoup inspiré. En plus, c'est superbement bien écrit. Donc vraiment, n'ayez pas peur du début qui est un petit peu long. Parce que après ça devient vraiment très intéressant, passionnant, ça se lit très bien. Et puis c'est un excellent roman historique, largement digne de Game of Thrones et tout ça quoi. Enfin c'est du très haut niveau, donc c'est ma meilleure lecture de l'année et je vous la conseille très vivement. Voilà, je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous retrouverai la prochaine fois a priori pour un point lecture parce que je suis un peu en retard pour vous présenter mes dernières lectures. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne année et je vous dis à bientôt. Salut!